Ce mot signifiait probablement pour M. de Charlus quelque chose d'analogue à la littérature. Car aussitôt, se rappelant sans doute que j'aimais les lettres et avais eu un moment l'intention de m'y adonner, il me tapa sur l'épaule, profitant du geste pour s'y appuyer jusqu'à me faire aussi mal qu'autrefois, quand je faisais mon service militaire, le recul contre l'omoplate du 76. Il me dit, comme pour adoucir le reproche, « Oui, nous nous sommes abîmés dans le dilettantisme. Nous tous, vous aussi, rappelez-vous. Vous pouvez faire comme moi votre mea culpa. Nous avons été trop dilettantes. » Par surprise du reproche, manque d'esprit de répartie, déférence envers mon interlocuteur et attendrissement pour son amicale bonté, je répondis comme si, ainsi qu'il m'y invitait, j'avais aussi à me frapper la poitrine. Ce qui était parfaitement stupide, car je n'avais pas l'ombre de dilettantisme à me reprocher. « Allons, me dit-il, je vous quitte. » Le groupe qui l'avait escorté de loin ayant fini par nous abandonner. Je m'en vais me coucher comme un très vieux monsieur, d'autant plus qu'il paraît que la guerre a changé toutes nos habitudes, un de ces aphorismes idiots qu'affectionne Norpois. Je savais du reste qu'en rentrant chez lui, M. de Charlus ne cessait pas pour cela d'être au milieu de soldats, car il avait transformé son hôtel en hôpital militaire, cédant, du reste, je le crois, aux besoins bien moins de son imagination que de son bon cœur. Il faisait une nuit transparente et sans un souffle. J'imaginais que la Seine coulant entre ces ponts circulaires, faits de leur plateau et de son reflet, devait ressembler au Bosphore. Et symbole de soit cette invasion que prédisait le défaitisme de M. de Charlus, soit de la coopération de nos frères musulmans avec les armées de la France, la lune étroite et recourbée comme un sequin semblait mettre le ciel parisien sous le signe oriental du croissant. Pourtant, un instant encore, en me disant adieu, il me serra la main à me la broyer, ce qui est une particularité allemande chez les gens qui sentent comme le baron. Et en continuant pendant quelques instants à me la malaxer, eût dit Cottard, comme si M. de Charlus avait voulu rendre à mes articulations une souplesse qu'elle n'avait point perdue. Chez certains aveugles, le toucher supplée dans une certaine mesure à la vue. Je ne sais trop de quel sens il prenait la place ici. Il croyait peut-être seulement me serrer la main, comme il crut sans doute ne faire que voir un Sénégalais qui passait dans l'ombre et ne daigna pas s'apercevoir qu'il était admiré. Mais dans ces deux cas, le baron se trompait. Il péchait par excès de contact et de regard. Est-ce que tout l'Orient de Decamps, de Fromentin, d'Ingres, de Delacroix n'est pas là-dedans, me dit-il, encore immobilisé par le passage du Sénégalais. Vous savez, moi je ne m'intéresse jamais aux choses et aux êtres qu'en peintre, en philosophe. D'ailleurs, je suis trop vieux. Mais quel malheur pour compléter le tableau que l'un de nous deux ne soit pas une odalisque. Ce ne fut pas l'Orient de Decamps, ni même de Delacroix, qui commença de hanter mon imagination quand le baron m'eut quitté, mais le vieil Orient de ces 1001 nuits que j'avais tant aimé, et me perdant peu à peu dans le lacis de ces rues noires, je pensais au calife Haroun al-Rachid, en quête d'aventure dans les quartiers perdus de Bagdad. D'autre part, la chaleur du temps et de la marche m'avait donné soif. Mais depuis longtemps, tous les bars étaient fermés, et à cause de la pénurie d'essence, les rares taxis que je rencontrais, conduits par des Lévantins ou des nègres, ne prenaient même pas la peine de répondre à mes signes. Le seul endroit où j'aurais pu me faire servir à boire et reprendre des forces pour rentrer chez moi eût été un hôtel. Mais dans la rue assez éloignée du centre où j'étais parvenue, tous, depuis que sur Paris les Gotha lançaient leurs bombes, avaient fermé. Il en était de même de presque toutes les boutiques de commerçants, lesquels, faute d'employés ou au même prix de peur, avaient fui à la campagne et laissé sur la porte un avertissement habituel, écrit à la main, et annonçant leur réouverture pour une époque éloignée et d'ailleurs problématique. Les autres établissements qui avaient pu survivre encore annonçaient de la même manière qu'ils n'ouvraient que 2 fois par semaine. On sentait que la misère, l'abandon, la peur habitaient tout ce quartier. Je n'en fus que plus surpris de voir qu'entre ces maisons délaissées, il y en avait une où la vie, au contraire, semblait avoir vaincu l'effroi. La faillite entretenait l'activité et la richesse. Derrière les volets clos de chaque fenêtre, la lumière tamisée à cause des ordonnances de police décelait pourtant un insouci complet de l'économie. Et à tout instant, la porte s'ouvrait pour laisser rentrer ou sortir quelques visiteurs nouveaux. C'était un hôtel par qui la jalousie de tous les commerçants voisins, à cause de l'argent que ses propriétaires devaient gagner, devait être excitée. Et ma curiosité le fut aussi, quand j'en vis sortir rapidement, à une 15aine de mètres de moi, c'est-à-dire trop loin pour que dans l'obscurité profonde je puisse le distinguer, un officier. Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire, Rose. joyeux
anniversaire, Rose. Joyeux anniversaire. Bravo.